Ces mécanismes d'adaptation vont un peu s'épuiser en quelque sorte et la cardiopathie va se révéler. La cardiopathie compensée, on ne la détecte que si on réalise une échographie cardiaque. Si je fais une échographie cardiaque, je vais mettre en évidence une cardiopathie, mais cliniquement, l'animal est correct et en bonne santé. Lorsque par contre la cardiopathie décompense, là on est sur cette phase clinique et c'est là que finalement vous allez recevoir le patient cardiaque en général. Et donc, ça se manifeste par de l'insuffisance cardiaque. Le cœur n'est plus capable de compenser son altération. Et donc, on parle d'insuffisance cardiaque congestive que vous connaissez tous, mais aussi, il ne faut pas oublier l'insuffisance cardiaque de bas débit. L'insuffisance cardiaque congestive se présente sous forme d'œdème pulmonaire, épanchement pleural. L'œdème pulmonaire cardiogénique, c'est plus chez le chien. L'épanchement pleural, c'est plus une manifestation chez le chat. Même si le chat peut présenter aussi un œdème pulmonaire cardiogénique, mais c'est souvent l'épanchement pleural. Et donc, cliniquement, vous allez avoir un animal qui peut tousser ou qui allaite, qui est en détresse respiratoire, qui fait de la tachypnée. On peut avoir aussi, lors de dysfonction cardiaque, une atteinte au niveau du cerveau, donc une hypoxie cérébrale. Donc, le cœur n'est plus capable de perfuser le cerveau. On va avoir une baisse de la perfusion et donc, on peut retrouver chez un animal qui va présenter, surtout au départ à l'effort, mais même après, peut-être même au repos, des syncopes. Donc, des malaises, des pertes de conscience. Et ces syncopes-là peuvent, si elles durent dans quelques secondes, peuvent évoluer même vers des syncopes convulsivantes, donc comme une sorte de convulsion, mais qui n'est pas neurologique, qui est d'origine cardiogénique. On peut avoir aussi une baisse de la perfusion d'organes, comme les reins, les intestins. On a aussi une congestion qui se met en place. Et donc, ça conduit à de l'acide et à une perte d'appétit. Donc, les premiers signes, par exemple, d'une atteinte cardiaque droite, exemple sténose pulmonaire, ça va être de l'acide, de l'épanchement abdominal. Et avant que l'épanchement soit important et soit détecté, souvent l'animal présente déjà une baisse d'appétit ou un appétit capricieux. Et on a le dernier organe dont il faut parler, c'est le rein. Je ne sais pas. Donc, le rein peut manquer en oxygène, donc il peut y avoir une baisse de perfusion du rein. Il peut y avoir aussi une congestion veineuse dans le rein. Et ces deux mécanismes physiopathologiques conduisent à une atteinte rénale qu'on regroupe sous le terme de syndrome cardio-rénal, qui est très à la mode, où le cœur, une dysfonction cardiaque affecte le rein. Au départ, on a des insuffisances rénales pré-rénales, comme vous le savez. Puis, si ça dure dans le temps, ça peut même évoluer vers une maladie rénale chronique. Et bien sûr, lors d'insuffisance cardiaque, l'animal est quand même présente un mauvais état général, avec de la cachexie parfois, de l'intolérance à l'effort. Et donc là, j'aborde le sujet de la consultation en cardiologie. Dans une consultation en cardiologie, comme je la réalise habituellement, il y a 3 temps à respecter. D'abord l'anamnèse, ensuite l'examen clinique cardiovasculaire. Ces 2 parties vont être détaillées aujourd'hui. Et puis il y a les examens complémentaires dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui sont, vous le savez, les clichés radiographiques thoraciques, face profil, et bien sûr l'échographie cardiaque. L'anamnèse. Alors, les motifs de consultation, c'est donc tout ce qu'on a vu comme signe clinique finalement précédemment, c'est-à-dire un animal qui se présente pour une toux chronique, pour une détresse respiratoire, pour de la fatigabilité, des pertes de connaissance ou des parésies ou des paralysies. Donc, quand vous avez un animal qui présente un de ces signes cliniques, il faut mettre en place un interrogatoire avec un ensemble de questions systématiques à poser
quel que soit le signe clinique et quel que soit le motif de consultation. Par exemple, la fatigabilité, pour poser la question quand est-ce que cette fatigue se produit? Est-ce que c'est à l'effort ou est-ce que c'est même au repos? Est-ce qu'il allait au repos? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il fasse un effort pour qu'il soit fatigué? Perte de connaissance, pareil. Donc la syncope, est-ce qu'elle survient au repos ou à l'effort? À quelle fréquence? Depuis quand? Donc vous devez rassembler toutes ces informations. Il faut aussi récupérer l'historique médical si c'est un suivi. Donc, c'est tous les commémoratifs de l'animal, son dernier bilan sanguin, ses radiographies si elles ont été réalisées. Poser la question si l'animal est bien vermifugé, puisqu'il y a des parasites pulmonaires qui peuvent, des verminoses pulmonaires qui peuvent induire des insuffisances cardiaques droites, comme vous le savez. Et aussi vérifier s'il y a d'autres comorbidités, notamment chez le chat, les maladies rénales chroniques, les hypertensions artérielles et les hyperthyroïdies, ces 3 pathologies qu'on retrouve chez le chat senior et qui peuvent être à l'origine de myocardiopathie. Alors, l'examen clinique cardiovasculaire. Donc, dans cet examen clinique spécialisé, il y a toujours, bien sûr, l'examen clinique général à réaliser avant. Il comprend l'inspection de l'état général de votre animal, la prise de température, la couleur de ses muqueuses et le temps de recoloration capillaire. On va détailler les 3 points soulignés uniquement. L'état général, donc, quand vous recevez en consultation un animal pour des signes cliniques cardiovasculaires, la première question que vous devez poser certaines questions, notamment la première, c'est est-il vif? Est-ce qu'il est en forme ou au contraire est-il abattu en consultation, mais aussi à la maison? Donc là, je vous ai mis quelques exemples de patients que j'ai eus. Ce jeune chiot croisé de 10 semaines qui présentait de l'abattement en consultation. Donc ça, c'était un jeune chiot, ils sont souvent très actifs. Donc le fait d'être abattu et de se laisser faire pendant l'échographie, c'est déjà un signe, pour moi, un signe clinique. Ce chien en particulier présentait une persistance du canal artériel, donc avec sa cardiopathie était très évoluée. Cet autre chien qu'on a reçu en très mauvais état général, comme vous le voyez, qui a un poil terne, il est piqué et gras, il était amaigri, c'était un Yorkshire de 13 ans qui avait une hypertension artérielle systémique et une myocardiopathie hypertrophique. Et le dernier exemple que je voulais vous présenter à l'admission, c'est ce Bosseran, qui avait, je crois, 6-7 ans, qui était, comme vous voyez, abattu, la faciès triste, pardon, un pelage terne et sec, et vous voyez de l'hyperkératose de la truffe. Ce patient présentait, les examens complémentaires ont permis de mettre en évidence une hypothyroïdie chez ce chien et une myocardiopathie dilatée. Et donc, après traitement, juste pour vous montrer la différence qui est assez flagrante, 8 mois plus tard, on voit une amélioration de son état général. C'était une femelle, elle est plus vive, poil brillant et le regard était vif. Les muqueuses sont roses aussi. Bon, ça, c'est toujours quelque chose à regarder. Est-ce que c'est bon, vous me suivez? Oui, toujours. Merci. Okay. Oui. C'est parfait, Karina. Merci. Donc, état général, donc c'est le premier. Merci. Donc, l'état général, on vient de le voir. Donc, bien inspecter quand vous recevez l'animal en consultation, bien le regarder comment il marche, comment il se déplace. Ensuite, on peut aller vérifier ses muqueuses dans un second temps. Et donc, encore une fois, toujours vous poser la question, ces muqueuses, comment sont-elles? Est-ce qu'elles sont roses, donc normales, ou au contraire, elles sont pâles, ou alors voire cyanosées? Donc, vous devez avoir en tête ces trois types de coloration des muqueuses. Voilà. Là, peut-être, oui, ok.
Donc là, je vous ai mis les 3 exemples possibles de coloration des muqueuses. Alors, le premier, c'est pas un de mes patients, mais c'est des muqueuses qui sont plutôt normales, un peu trop au rose foncé, donc c'est une hyperémie, on peut avoir ça lors de fièvre. Le deuxième, c'est de la cyanose, on voit la muqueuse qui est sur ce chat qui est bleu violacé. Et le troisième et le quatrième exemple, là vous voyez ma souris, des coussinets, vous avez ici la langue et les muqueuses de ce berger australien, un chiot qui présente des muqueuses pâles, qui avait un canal artériel persistant aussi. Et enfin, celui-ci, ce bulldog français qui s'est présenté, qui avait une insuffisance cardiaque droite avec une sténose pulmonaire, et vous voyez ces muqueuses très pâles. Alors, un mot sur la cyanose, c'est un rappel, mais c'est pour vous. Voilà, c'est un rappel. La cyanose peut être soit d'origine centrale, avec 2 causes principales, soit une atteinte pulmonaire très sévère, soit quelque chose de plus cardiaque qui est les shunts cardiaques, extra ou intracardiaques, droite-gauche, c'est-à-dire cette cyanose peut être soit due au fait qu'il n'y a pas assez d'oxygène, tout simplement parce que le poumon est très atteint, soit parce qu'il y a du sang, le poumon s'oxygène correctement, arrive dans le cœur, dans la partie droite, mais le problème est que la partie droite du cœur qui contient le sang pauvre en oxygène se communique avec la partie gauche du cœur, et donc le sang passe dans la circulation systémique et provoque cette cyanose que vous avez sur cet animal, par exemple ce chat, qui présentait un canal atrioventriculaire avec vraiment un gros trou dans le cœur qui fait que le sang pauvre en oxygène allait dans la circulation systémique. On peut avoir de la cyanose, cette fois-ci périphérique, par opposition à la cyanose centrale. Alors ça témoigne d'une baisse sévère de la perfusion périphérique. Alors, je vous ai mis un exemple d'un livre que je vais vous recommander tout à l'heure, de thromboembolie artérielle. Donc, ça, c'est une présentation que vous pouvez avoir en consultation. Un chat, qui vient pour paralysie de l'arrière-train ou des pattes avant, plus de l'arrière-train. Donc, il peut présenter au niveau de cet arrière-train paralysé une cyanose de la patte à cause d'une thromboembolie artérielle. On peut avoir aussi rencontré ce type de cyanose périphérique lors d'hypothermie ou de vasoconstriction périphérique marquée. Ça, c'est la cyanose. Donc, ça, c'était les muqueuses. Troisième point, vérifier le temps de remplissage capillaire, évaluer le temps de remplissage capillaire qui témoigne d'une bonne perfusion. Et donc, si ce temps de recoloration capillaire, vous le savez, doit être inférieur à, on dit 3 secondes, 2 secondes. S'il est à plus de 3 secondes, ce temps est allongé et donc ça peut témoigner d'une insuffisance cardiaque de bas débit. Et donc là, j'ai fait une vidéo de ce chien. Donc on appuie et on regarde tout de suite. Et comme vous voyez, le temps de remplissage capillaire, il est inférieur à 2 secondes. Ce chien allait bien, était en bonne santé. Les muqueuses. Oui, oui, la pâleur des muqueuses, elle témoigne d'une baisse d'oxygène au niveau tissulaire. Cette baisse d'oxygène peut avoir 2 origines. Ça peut être une baisse de perfusion, donc une origine cardiaque, comme dans les 2 exemples que vous avez ici à votre gauche, que j'ai lus. Mais attention, on peut avoir aussi des pâleurs des muqueuses lors d'anémie. Donc, ça rentre dans le diagnostic différentiel. Une petite astuce pour différencier la pâleur des muqueuses d'origine cardiaque, si on peut dire les choses comme ça, ou une pâleur des muqueuses en raison d'une anémie, c'est de réaliser à la fois le test de TRC, le temps de remplissage capillaire, et si le temps de remplissage capillaire est allongé, donc s'il y a un allongement du TRC de plus de 3 secondes, en plus de la pâleur des muqueuses, c'est en faveur d'une baisse de perfusion et non d'une anémie. Idéalement, il faudrait faire un bilan
un bilan sanguin, une hématocrite, mais ça peut vous aider. Sauf, bien sûr, exception, si l'anémie est très sévère et que les muqueuses sont très pâles, on ne pourra pas réaliser ce TRC et donc on ne pourra pas forcément distinguer entre les deux causes de cette pâleur des muqueuses. Voilà. Là, on vient de parler de l'examen général. Maintenant, on va plus aborder les trois parties de l'examen clinique cardiovasculaire, l'inspection, la palpation et enfin l'auscultation. Ces trois temps de l'examen clinique doivent être réalisés de manière successive. L'inspection, en cardiologie, le signalement de l'animal est très important puisqu'il permettra de vous orienter vers certaines cardiopathies. La présence d'acide, c'est quelque chose que vous pouvez suspecter, pas confirmer, mais suspecter à l'œil, à l'inspection. Vous pouvez évaluer la présence d'une dyspnée, d'une tachypnée ou de tout chez l'animal en consultation. Et vous pouvez aussi visualiser sa courbe respiratoire dont on va parler tout de suite. Donc, le signalement, comme vous le savez, en fonction de l'espèce et de la race et de l'âge, on peut penser à certaines cardiopathies. L'espèce, chez les chats en général, on a des myocardiopathie, des atteintes du muscle cardiaque, donc la myocardiopathie hypertrophique en premier, qui est la plus fréquente. La race Maine Coon en particulier est prédisposée. Elle peut même développer cette myocardiopathie hypertrophique assez jeune. Concernant l'espèce, le chien, comme vous le savez, le cavalier King Charles est prédisposé à la maladie valvulaire dégénérative mitrale. Donc, quand on voit un cavalier King Charles, il faut quand même y penser. Et plus il est âgé, plus il a de risques de l'avoir. Et donc, ça, c'est un point important. Et puis, les chiens type boxer ou doberman, il faut penser à les myocardiopathies dilatées, une baisse de contractilité cardiaque, et les troubles du rythme, des arythmies, des fibrillations atriales, des fibrillations ventriculaires. Et ça touche cette fois-ci les adultes, à jeunes adultes, avec quand même une proportion plus importante chez le Doberman, par exemple, à partir de 7 ans. Plus de 40% dans une étude. Plus de 40% des Doberman de plus de 7 ans avaient la myocardiopathie dilatée avec des troubles du rythme. Toujours dans le signalement et la prédisposition, alors j'ai mis race et format. Oui, parce que aussi, on peut distinguer aussi en fonction en fonction de la race, mais on peut aussi distinguer en fonction du format de l'animal. On sait qu'un petit format de moins de 15 kg, voire moins de 5 kg, va plus développer des maladies valvulaires dégénératives mitrales, alors qu'un chien de plus de 15 kg, les races géantes vont plus avoir des cardiomyopathies dilatées. C'est en caricature, mais c'est souvent le cas. Quelqu'un sans micro? Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. C'est bon. Oui. Donc, chez les petits chiens, il faut penser à la maladie valvulaire dégénérative mitrale, la MVD, mais aussi à leur prédisposition à présenter des collapsus trachéaux. On va en parler tout à l'heure. Ensuite, toujours l'inspection, l'acide. Là, j'ai une photo à votre gauche d'un boxer qui présente de l'acide, qui a une cardiomyopathie dilatée, donc une insuffisance cardiaque étroite. Et je vous ai mis un piège ici, c'est un chien que j'ai reçu. On a l'impression que ça pourrait être de l'acide, mais vous reconnaissez tous les images de télangiectasie, l'abdomen, l'alopécie avec les comédons. Et là, c'était un chien qui ne présentait pas de l'acide, mais un syndrome de Cushing. Donc, l'acide peut être un signe, en tout cas, clinique cardiovasculaire. La courbe respiratoire ensuite. Pour moi, c'est un des points les plus importants. Ça a l'air assez simple de prendre une fréquence respiratoire. Et donc, ça a l'air assez
anodin et puis sans importance, mais pas du tout, c'est très important. Et donc, vous devez mesurer la fréquence respiratoire en mouvement respiratoire par minute. La normale, elle est de moins de 35 mouvements respiratoires par minute. Et donc, si elle est augmentée, vous devez vous poser la question, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au stress ou est-ce qu'il est tout le temps à des fréquences élevées? Si c'est le stress, le petit conseil, c'est de la reprendre en fin de consultation, au calme. Là, je vous ai mis la valeur usuelle. Mais l'idéal pour mesurer une fréquence respiratoire, ce serait, et ça a été démontré dans des études, ça serait de prendre la fréquence respiratoire à la maison par le propriétaire et non en consultation, puisqu'on sait qu'en consultation, les animaux sont stressés, le chat plus que le chien, mais même le chien pourrait avoir aussi une polypnée de stress. Et donc, l'idéal, c'est de la mesurer à la maison. Et donc, il existe des applications. Donc, moi, je les propose toujours aux propriétaires. Il y a un QR code avec lequel ils ont accès à cette application gratuite qui permet de mesurer les fréquences respiratoires. Et je suis la courbe, on peut suivre la courbe respiratoire de notre animal. Et c'est ça qui va nous permettre de juger, surtout quand on sait qu'il est cardiaque, bien sûr, s'il est en œdème pulmonaire ou pas, s'il faut augmenter la dose de diurétique ou maintenir la dose, voire la réduire. Donc, c'est un élément très important. Et alors, je vous ai mis cet exemple-là de ce chien atteint d'une maladie valvulaire dégénérative mitrale. J'ai mis avant, après, et on voit sa courbe respiratoire ici. Et vous voyez ici, il a été opéré en octobre 2022 et on voit là, avant octobre 2022, vous voyez sa courbe respiratoire qui a dépassé les 40 au départ et puis on l'a mis sous diurétique. Donc forcément, sa fréquence s'est normalisée. Mais après l'intervention, on s'est rendu compte que sa fréquence respiratoire physiologique, finalement, elle était plus autour de 15 mouvements respiratoires par minute et non pas de 30. Donc, c'est moins de 30, mais c'est souvent entre 15 et 20. Et on voit aussi, si on regarde ce même animal avant-après, c'est assez impressionnant de voir, parce que avant, ici, à part de l'allaitement, il ne présentait pas d'autres signes, pas de syncope, pas de toux. Il était juste très essoufflé durant la consultation et vous voyez sa bouche, gueule ouverte, on voit la langue qui sort, les yeux un petit peu exorbités. Cet animal était en souffrance, mais les propriétaires ne sont pas rendus compte de ça. Donc, on le mettait dans une phase subclinique, non clinique, mais en fait, il était déjà en souffrance. Et là, une fois opéré, on a l'impression qu'il a perdu 10 ans. Ça, c'est la première intervention sur la valve mitrale en France. Elle s'est faite en octobre 2022. Et vous voyez, sa bouche est fermée, ses yeux sont il est moins en souffrance. Et donc voilà, j'insiste sur ça, c'est quelque chose de tout bête, c'est de mesurer la fréquence respiratoire et surtout de demander au propriétaire d'un patient cardiaque de la mesurer à la maison et de vous envoyer même un rapport de cette fréquence, car c'est le premier, et c'est le meilleur et le premier signe prédictif d'une décompensation cardiaque chez le chien et chez le chat. Ça a été démontré scientifiquement dans plusieurs études cliniques. La courbe, donc la fréquence respiratoire, le chien cardiaque va présenter essentiellement de la dyspnée restrictive. Donc, c'est pas une dyspnée inspiratoire ou expiratoire, c'est une dyspnée mixte à la fois inspiratoire et expiratoire, avec des efforts respiratoires qui sont bien visibles. Donc là, j'enclenche la vidéo, il n'y a pas de sang, c'est juste pour vous montrer les efforts abdominaux qui sont exercés pour respirer. Donc là, il est cardiaque, il a une maladie valvulaire dégénérative mitrale et il est en insuffisance cardiaque congestive. La dyspnée, deuxième autre signe, la toux. Alors, de tout temps, on a toujours dit que la toux, il y avait une toux cardiaque. Finalement, il y a des études assez récentes et des reviews sur le sujet qui cassent un peu le mythe de la toux cardiaque. Puisque la toux cardiogénique, elle
elle est remise en question. Pourquoi? Puisque là, vous avez un schéma de l'arbre respiratoire, le pharynx, l'épiglotte, le larynx, la trachée, les branches. Et il faut savoir que les récepteurs tussigènes se trouvent essentiellement dans les voies respiratoires supérieures, pharynx, épiglotte, larynx, trachée et les branches. Et donc, si il y a une atteinte de ces étages-là de l'arbre respiratoire, on va avoir effectivement une toux forte. En revanche, si on a de l'œdème pulmonaire cardiogénique, par exemple, et donc une atteinte au niveau alvéolaire, au niveau des bronchioles ou de l'interstitium. Au niveau de cette zone-là, il faut savoir qu'il n'y a pas de récepteur de la toux, et donc il n'y a pas de toux, ou une toux faible. Mais voilà, la toux sonore très forte, c'est une toux qui vient forcément des voies aériennes supérieures. Ça, c'est la première chose. Pour moi, ça, c'est un élément très important. Donc, on pose toujours la question de la toux, puisque la toux, on peut avoir une atteinte à la fois des voies respiratoires supérieures et une atteinte des poumons. Donc, on continue, on pose la question et je vais vous expliquer aussi quelles sont les origines de la toux chez un cardiaque tout à l'heure. Donc, pas de toux au niveau, pas de récepteur de la toux, donc pas forcément de toux forte lors d'œdème pulmonaire cardiogénique. Et donc, souvent, la toux d'un cardiaque en insuffisance cardiaque, c'est une toux qui est dite faible, étouffée et métisante. Donc, en fait, on n'entend quasi rien. Alors là, je vais demander à Anis de mettre la première vidéo. Vous êtes toujours là? Oui. Je ne sais pas si Anis peut intervenir pour mettre la vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez envoyé les vidéos. Bon, j'ai envoyé la vidéo, elle est sur le chat. Super. Donc, je vous laisse l'écouter chacun sur son ordi, puisque si je l'enclenche ici, vous n'allez pas l'entendre. Donc, c'est bien que vous les gardiez et que vous les réécoutiez tranquillement. On voit bien qu'il étouffe, mais il ne tousse pas. Ce n'est pas une toux forte. Autre présentation clinique d'un insuffisant cardiaque. Alors, cet autre chihuahua qui a été hospitalisé atteint d'une maladie valvulaire dégénérative mitrale. Il était en insuffisance cardiaque et ce qui est intéressant chez ce chien, c'est sa position, déjà sans écouter. Sa position qu'on appelle orthopnée. On voit bien que ses pattes avant sont écartées, sa tête est relevée, il cherche son air. Donc ça, c'est une position d'orthopnée typique. Alors, je vous ai mis des petites... oui, donc les petites races, attention, il y a comme un petit bémol, c'est que les petites races, moins de 5 kg, les races toy, qui présentent une toux forte, peuvent aussi avoir un souffle cardiaque et présenter de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est très difficile de distinguer entre un chien qui tousse uniquement parce qu'il a un collapsus trachéal, par exemple, et un chien qui a à la fois une atteinte cardiaque, il est en insuffisance cardiaque, et il a aussi son collapsus trachéal. Et donc, si vous entendez un souffle, le conseil que je donne en clinique, si vous avez ce type de format de chien qui présente une toux forte, ou vous avez un doute sur l'intensité de la toux, et qui a par contre un souffle cardiaque qui est très important, on va voir les grades tout à l'heure, surtout pas donner de corticoïdes à ce chien. C'est vraiment la contre-indication, c'est ça. Donc là, déjà, on a vu, là, je parle d'une des difficultés de distinguer la toux cardiogénique de la toux non cardiogénique chez ces formats de petits chiens qui présentent aussi des atteintes des voies respiratoires supérieures. Et la toux chez un cardiaque
peut aussi venir de ce que vous avez ici. Donc, alors là, c'est des exemples de clichés radiographiques. En rouge, à votre gauche, vous avez un beau collapsus trachéal. Donc, vu qu'on a des capteurs de la toux, des récepteurs de la toux ici, forcément, ce collapsus va conduire à une toux forte chez ce chien. Et ce chien n'est pas cardiaque. Son cœur, voilà, on voit la silhouette cardiaque ici, il n'y a pas de dilatation, il n'y a pas d'ectasie atriale. Voilà, sa toux vient probablement de ce collapsus trachéal. La toux cardiaque, elle n'est pas due finalement à l'œdème pulmonaire et elle peut même survenir avant l'œdème pulmonaire à cause du fait que le cœur se dilate. Comme vous voyez, le cœur est dilaté et il y a une cardiomégalie sur cette radio. Et on voit ce que vous avez, que je vous ai entouré en jaune, en pointillé, c'est l'oreillette gauche, l'atrium gauche. On voit qu'il est dilaté. Et cette oreillette, vous voyez, elle comprime la trachée qui est là. Et donc ça peut provoquer de la toux. Donc c'est une toux cardiaque chez un animal qui présente une cardiopathie évoluée avec cette dilatation du cœur, mais qui ne présente pas d'œdème pulmonaire cardiogénique. Donc, c'est une toux cardiogénique, mais pas une toux d'œdème pulmonaire. C'est vraiment une compression trachéale mécanique des récepteurs de la toux qui se trouvent au niveau de la trachée. Bon, voilà, ça, c'est des points très importants et à bien avoir en tête. Là, c'est une vidéo du livre que je vais vous recommander en fin de présentation. Je vais vous laisser voir les vidéos. Donc, j'enclenche juste pour vous montrer. Ça, c'est un chien qui allaite. Enfin, chien qui allaite. Et puis, il fait un effort, il vient en consultation, il allaite. Et à un moment donné, il s'arrête. Bon, on ne s'inquiète pas, c'est un chien normal. Si par contre, cet allaitement est permanent en consultation, là, il faut s'inquiéter. Alors là, c'est ce bulldog qui présente, vous allez l'entendre de votre côté, une toux forte, inspiratoire. C'était un collapsus trachéal. Et donc, la toux, une toux inspiratoire, c'est forcément une obstruction des voies respiratoires extrathoraciques. Et dans ce cas-là, c'était le collapsus trachéal. Là, je vous laisse écouter tranquillement, mais il présentait une paralysie du larynx. Et donc, effectivement, on avait une inspiration très, très forte, une dyspnée inspiratoire. Bon, je vous laisserai voir les vidéos, mais globalement, ça résume. Ce que je voulais dire, c'est qu'une toux forte, pensez aux voies respiratoires supérieures, larynx, trachée, et tout faible, émétisante, étouffée, c'est plus une toux qui touche le poumon. Ça peut être un œdème pulmonaire cardiogénique, mais ça peut être aussi tout simplement toute atteinte pulmonaire, une bronchopneumonie, une fibrose pulmonaire, va s'accompagner d'une toux très faible, voire pas de toux. La courbe respiratoire. Alors, j'ai mis la fréquence respiratoire, particularité féline, mais j'en ai parlé tout à l'heure. C'était pour vous dire juste que le fait, la respiration chez un chat, elle est d'autant plus pas de valeur finalement clinique, puisque un chat est forcément stressé en consultation, et donc il va être en polypnée. Sa fréquence respiratoire sera forcément supérieure à 35, dans la majorité des cas. Et donc, il faut vraiment, chez le chat, c'est une des particularités félines, demander au propriétaire de soit réaliser une vidéo à la maison du chat durant le sommeil. Oui, j'ai oublié de préciser que cette valeur de la fréquence respiratoire, vous devez la mesurer au repos, bien sûr, et idéalement quand il est endormi. Et donc, comme je vous le disais, un chat stressé peut présenter une polypnée et c'est des faux positifs, pas une polypnée
Et donc, toujours demander une vidéo, ça c'est l'astuce. Donc ça, c'est la première particularité féline. Deuxième particularité féline concernant la courbe respiratoire, c'est ce qu'on appelle la discordance, que vous connaissez. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Il n'y a pas d'audio, c'est juste la vidéo pour vous montrer. Là, c'est les mêmes chats, oui. À la maison, la position qu'il ne faut pas adopter pour aller évaluer ce phénomène de discordance. Là, c'est vraiment ce qu'on apprend aux étudiants à Alfort en cardiologie, c'est de bien se positionner, vous, en tant que clinicien, derrière l'animal, comme vous le voyez sur l'image de droite. Vous avez la ligne médiane, et pour visualiser cette discordance, qui sont, comme vous le savez, un rapprochement, une discordance entre les mouvements thoraciques et abdominaux. Donc, par exemple, au moment où le thorax se rapproche, l'abdomen s'écarte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très fréquemment lors d'insuffisance cardiaque. Lorsqu'un chat est présenté avec épanchement pleural, il a très souvent ce phénomène-là, on observe très souvent ce phénomène de discordance. Et donc, il faut savoir bien l'évaluer en se positionnant comme ici. Comme ici. Bon, même si chez cet animal-là, ça c'est le même animal que tout à l'heure qui avait de la cyanose, qui avait un trou dans le cœur, et il avait donc de l'insuffisance cardiaque congestive droite avec de l'épanchement, beaucoup d'épanchement pleural et abdominal. On voit bien les efforts entre le thorax et l'abdomen. Même on peut voir cette discordance. Voilà. Et ce chat qui était donc cardiaque, il ne toussait quasiment pas. Bien sûr, le chat ne tousse pas, même si il est décrit qu'il existe des récepteurs de la toux au niveau de la plèvre. Et donc, on peut quand même, lors d'épanchement pleural, avoir des toux. Épanchement pleural peut être important, on peut avoir de la toux, parce qu'il existe apparemment des récepteurs au niveau de la toux, au niveau de la plèvre. Mais ce chien présentait plus de l'insuffisance cardiaque de bas débit avec des syncopes et de la polypnée. Alors, l'épanchement pleural, particularité féline, ça c'était, c'est un article, j'ai trouvé intéressant de vous partager, où ils ont recherché la cause de l'épanchement pleural sur 148 chats qui se sont présentés aux urgences. Et la cause principale de l'épanchement était une cardiopathie. Donc, avec dans 53% un épanchement pleural secondaire à une insuffisance cardiaque congestive. Dans 20% des cas, c'était des tumeurs. Et les tumeurs, déjà, c'est souvent des chats âgés. Et puis pneumothorax, 11% des cas. Et puis d'autres causes de manière très, très rare. Et donc, finalement, de cet article-là que je trouve en clinique, c'est quand même intéressant de le savoir, et surtout de ne pas donner de corticoïdes à des chats qui viennent et qui présentent tous ces signes qu'on vient d'évoquer, chez qui vous arrivez à ponctionner du liquide, de ne surtout pas donner de corticoïdes, vous allez aggraver la situation. Donc, un chat sur deux, quand même, est prêt à présenter une cause cardiaque. Autre et dernière particularité féline, c'est la thromboembolie aortique, comme vous le savez. On la retrouve chez le chat et pas chez le chien. Lors d'atteinte cardiaque gauche, lors de, par exemple, myocardiopathie hypertrophique, on peut avoir une des complications de cette myocardiopathie, c'est une dilatation d'oreillette. L'oreillette à l'intérieur et le sang va se mettre à stagner et à former des caillots, des thrombus. Et ces thrombus, chez le chat, ne vont pas dans le cerveau, contrairement à l'homme. Ça va au niveau de la trifurcation ici iliaque, et ça donne donc ce que vous connaissez, une parésie, une paralysie qui peut toucher soit les deux arrière-trains, soit les quatre, soit les trois, mais principalement les postérieurs. Et donc ici, c'est un exemple d'un article, un chat persan, thromboembolie unilatérale, et vous voyez, voilà, c'était nécrosé, il y avait de la gangrène. Bon, c'est très rare. Le plus souvent, on reçoit plus des patients, comme sur cette photo, qui présentent une parésie, une paralysie. On a fini l'inspection, mais comme vous voyez, à l'inspection,
on passe à la palpation. Alors, est-ce que vous voulez… Alors, connexion Internet instable. Est-ce que tout le monde me suit? Tout le monde m'entend? Vous voulez… C'est Oui, parfait, hein, Alexandra. Karina. Oui. Oui, Oui, très bien. Très bien, ok. Est-ce que je vais trop vite? Dites-moi. non, ça va. Ça va, Ok. très bien. Bah, pour les autres, je ne sais pas, mais Oui. Non, non, vous avancez à un très bon rythme. D'accord. Ok. Bon, allez. je ne vais pas me vexer si vous me dites que je suis trop rapide. Je vais Non, non, mais On a le temps. Oui, Ok. oui, non, mais vas-y, hein. Très bien. Parfait. Parfait. On passe donc à la deuxième étape, la palpation, les mains, après avoir fait l'inspection. Alors, oui. Alors, à la palpation, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut détecter. D'abord, on évalue premièrement l'intensité du choc précordial en mettant tout simplement la main au niveau du choc précordial. Donc, c'est l'apex du cœur qui tape sur le thorax. Donc, on sent le choc précordial à ce niveau-là. On regarde s'il est normal, s'il est augmenté, diminué. Bien sûr, il peut être diminué. On peut imaginer s'il y a quelque chose qui s'interpose entre le cœur et le thorax, par exemple une masse, l'obésité, donc le gras autour du poumon peut aussi réduire cette intensité du choc précordial. Il peut être augmenté lors de tachycardie. Et, bon. Quand on va mettre notre main au niveau du choc précordial, on va mettre la main au niveau de tout le thorax. Je crois que j'ai des photos qui vont venir, mais on met les mains donc, au niveau du cœur, zone sous le coude, au niveau du coude de l'animal. Et on peut déjà à la palpation sentir un éventuel frémissement cater qu'on appelle le trill. Donc, c'est une vibration qu'on peut sentir en mettant juste la paume de la main sur le thorax. Et s'il est présent, s'il est absent, tout va bien. S'il est présent, si vous sentez cette vibration, ça peut être parfois partout, ça peut être localisé à un endroit. Ça veut dire qu'il y a un souffle cardiaque de haut grade. C'est des souffles en grade, les souffles de 1 à 6, on va voir, et c'est un souffle 5 sur 6. Donc, sans ausculter, sans prendre le stéthoscope, vous savez déjà qu'il y a un souffle important. Attention quand même, l'intensité du choc précordial. Alors le choc précordial, vu que c'est quelque chose qui tape aussi au niveau de la paume des mains, on peut confondre ça avec le frémissement cater, donc c'est vraiment subtil. Il faut en avoir palpé, avoir senti ça une fois, deux fois pour faire la différence. Et c'est vrai que parfois le frémissement cater, cette vibration, elle est parfois très localisée. Voilà. Mais si vous avez un souffle, donc vous dites un souffle important, que vous entendez partout, là où vous dites c'est peut-être bien un frémissement cater et pas tout simplement un choc précordial augmenté. Le pouls artériel fémoral et la palpation trachéale. On va parler de tous ces points-là. Voilà. Intensité du choc précordial et frémissement cater. Voilà la photo. C'est une photo du livre que je vais vous conseiller tout à l'heure, mais c'est des photos qui sont disponibles en ligne gratuitement, où on voit l'opératrice mettre les mains de part et d'autre du corps de l'animal, mais surtout, en principe, pour le choc précordial, c'est à gauche, l'apex étant à gauche, et le frémissement cater, là, il faut mettre la main dans les deux côtés et voir où se trouve, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il y en a un, le localiser, est-ce qu'il est plus vers l'avant, donc vers la base du cœur, ou est-ce qu'il est plus proche du choc précordial, donc de l'apex du cœur. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, toujours avec ce choc précordial, on va mettre la main au niveau du pouls artériel fémoral, au niveau du pouls fémoral, pour évaluer déjà le pouls, mais aussi pour voir s'il y a un synchronisme entre le choc précordial et le pouls fémoral. Donc, en principe, quand vous mettez la main au niveau du choc précordial, ce que vous sentez, c'est la contraction du cœur, c'est la systole. C'est le cœur qui éjecte. La systole, vous la sentez par ce choc précordial. Et normalement, juste après cette systole, le sang va passe par l'aorte, va au niveau de l'organisme, aorte descendante, arrive au niveau de l'artère fémorale et vous sentez le pouls au niveau de l'artère fémorale. Donc, il devrait y avoir un synchronisme quand tout va bien.
d'abord le choc précordial et quelques secondes plus tard ou en même temps, vous allez sentir le pouls fémoral. S'il y a un asynchronisme, ce qu'on appelle une discordance entre ces deux palpations, c'est qu'il y a probablement une arythmie. Donc souvent, donc là, il faut faire un électrocardiogramme et souvent c'est lors de fibrillation atriale ou certaines arythmies très particulières. Bon, si je pouvais poser des questions, j'aurais dit pourquoi, à votre avis, il y a ça, mais je vais vous répondre. C'est une question on demande aux étudiants. Si on est en arythmie, par exemple une fibrillation atriale, donc on est en fibrillation atriale à une fréquence cardiaque très élevée, le ventricule n'a pas le temps de bien se remplir, il a des contractions, des extrasystoles prématurées, et donc le ventricule n'est pas plein, il éjecte quand même. Donc le choc précordial, on le sent, puisque le ventricule fait le travail d'éjecter, mais vu que le débit sanguin est faible, puisque le ventricule était quasi vide, le débit n'arrive pas au niveau du pouls fémoral. Donc c'est vraiment parce qu'on a une insuffisance de perfusion et on arrive à, si on voit vraiment une discordance, ça peut être vraiment une arythmie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Je peux répéter. Oui, avec plaisir. Donc, l'explication de cet asynchronisme. Normalement, de manière physiologique, le choc précordial et le pouls fémoral, on les sent au même moment, quasi au même moment. Le choc précordial, qui correspond à la contraction du ventricule, précède bien sûr le pouls fémoral, mais de quelques secondes. Lors d'arythmie, on va avoir un choc précordial, donc on va avoir un cœur qui se contracte, mais vu qu'il y a ce problème d'arythmie, par exemple une fibrillation atriale, le ventricule gauche qui doit éjecter le sang n'a pas le temps de se remplir, donc il va se contracter mais avec un volume sanguin réduit, et donc on peut ne pas sentir le pouls fémoral à ce moment-là. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est clair. Ah, super, merci. Parfait, Karina. Donc, oui, après, de manière, en tant que quelqu'un, quand j'ai appris ce type d'asynchronisme, j'avoue qu'au départ, c'est pour vraiment me rendre compte de ça, je prenais tous les chiens qui avaient des fibrillations atriales, donc par exemple à l'auscultation, l'idéal c'est de faire un électrocardiogramme, mais si à l'auscultation vous avez une fibrillation atriale, vous repartez sur cette étape-là de palper le pouls et le choc en même temps, et vous allez percevoir cette différence. Donc vraiment pour maîtriser ce genre de choses, qui est quand même ça peut être vraiment pertinent en clinique pour vous, si vous n'avez pas accès à des examens complémentaires, c'est vraiment de s'entraîner à, quand vous avez un animal, imaginons un chien de grand format avec une myocardiopathie dilatée qui présente une fibrillation atriale, et vous exercez-vous à prendre le temps nécessaire pour maîtriser ce synchronisme. Le pouls artériel, il peut être asynchrone, comme on vient de le voir, mais il peut être aussi diminué. Alors ça, c'est plus chez le chien. Lors de maladies valvulaires dégénératives mitrales à des stades avancés, ils font de l'hypotension. Et lors de myocardiopathie dilatée, bien sûr, puisque le cœur, comme je vous l'ai dit, il y a une dysfonction ventriculaire, il a du mal à éjecter. Et souvent, quand le cœur est dilaté, il y a souvent des arythmies. Pourquoi je dis ça? Non, peu importe. Donc, on peut avoir de l'hypotension chez le chien dans ces deux cardiopathies que vous allez souvent rencontrer, finalement. C'est les deux principales. On peut avoir un pouls artériel plus important, on le sent bien. Et encore une fois, ça, c'est vraiment, il faut s'exercer à le faire. Il faut toujours prendre le temps de le faire sur tous les chiens, tous les animaux que vous avez en consultation. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir percevoir toutes ces variabilités et être plus aguerri. Et donc, ça, l'hypertension artérielle et l'hyperthyroïdie, vous le savez, c'est chez le chat qu'on le retrouve. Et donc, le pouls peut être élevé dans ces situations-là. Le pouls artériel peut être absent ou absent, oui, quasi absent, dans cette situation que vous allez aussi rencontrer, qui est la dont on a parlé tout à l'heure, la thromboembolie aortique.
la patte qui est atteinte, par exemple, vous n'allez pas pouvoir sentir le pouls. Vous allez aussi avoir d'autres signes, comme ces pattes-là qui seront froides, et il y aura une parésie, et c'est douloureux, en tout cas les 24-48 heures. Dans les 24-48 heures, c'est très douloureux pour l'animal, donc il pousse un cri, et donc c'est visible. On peut, donc pouls faible, pouls fort, absence de pouls, on a le fameux pouls bandissant. Et celui-ci, il faut vraiment avoir eu des cas et pour comprendre ce que c'est. En tout cas, c'est comment je peux le décrire. C'est un pouls qui, au départ, semble fort, mais donc en systole, il est très fort, et puis en diastole, on le sent plus. Ça témoigne qu'il y a en systole, le sang va au niveau du pouls, au niveau de l'organisme, donc on le sent au niveau de notre palpation, mais d'un coup, on a une perte d'un débit sanguin importante en diastole. Et donc, ça fait ce pouls bandissant. Les deux causes cardiaques, c'est la persistance du canal artériel et les insuffisances aortiques. Et c'est vrai que voilà, il faut s'exercer pour ça. Il n'y a pas de... le pouls est là, je ne vois pas le début de ma diapo, c'est la palpation. Oui, petite particularité chez le chat, même si ça ne fait pas partie de l'examen cardiovasculaire, mais ça devrait d'ailleurs, c'est de palper les nodules thyroïdiens, et notamment surtout chez les chats seniors, donc à partir de 9 ans. Moi, je les palpe à chaque fois. Et on peut sentir un nodule un peu plus gros que l'autre, et donc on peut suspecter sur cette base une hyperthyroïdie. Et donc, je vous ai fait des vidéos de comment on palpe ces nodules. Donc, on se met derrière, on soulève la tête. Alors, je trouve que ça ne veut pas passer. On soulève la tête de l'animal, on palpe les nodules thyroïdiens entre le pouce et l'index. On fait des mouvements de va-et-vient pour aller détecter ces nodules. La vidéo ne veut pas marcher. Si je fais là, on soulève avec le pouce et l'index, comme vous voyez ici, et on fait ce mouvement de haut en bas. C'est là qu'on va trouver un nodule thyroïdien, et parfois on peut trouver un qui est plus gros, deux qui sont gros, ou quand ils sont tout petits. Bon, c'est des choses que je note toujours sur les comptes rendus. Si en plus le chat présente des signes cliniques évocateurs d'une hyperthyroïdie, ça me fera, par exemple, s'il maigrit, s'il a changé de comportement, s'il est devenu agressif, s'il présente une myocardiopathie hypertrophique. Voilà, c'est un élément que je prends en compte pour peut-être proposer un dosage de la thyrotoxinémie. Alors, ce que je n'ai pas présenté ici, c'est pouvoir évaluer la déshydratation avec le pli de peau. Mais oui, c'est quelque chose que je vérifie aussi, bien sûr, mais ça fait partie de l'examen général, de vérifier le pli de peau. Le réflexe laryngotrachéal, alors, il est réalisé par compression, pincement léger de la trachée et du larynx. Alors, moi, ce n'est pas léger. Je trouve qu'il faut vraiment bien appuyer au niveau du larynx oui, au niveau du larynx, bien appuyer pour provoquer cette toux, ce réflexe. Et donc, on dit qu'il est positif, ce réflexe laryngotrachéal, lorsqu'il déclenche une toux. C'est intéressant puisque si le propriétaire vous présente l'animal pour motif de toux, c'est bien de la reproduire et de lui demander est-ce que c'est bien ça que vous avez à la maison. S'il tousse pas en consultation, vous provoquez cette toux. Et donc, il va vous confirmer que c'est bien cette toux qu'il a à la maison, donc probablement une toux trachéale ou laryngée, mais tout forte. Et en fait, le fait que ça soit positif suggère que les récepteurs de la toux sont déjà stimulés par une pathologie sous-jacente. C'est-à-dire qu'un animal qui n'a pas une trachée irritée, n'a pas de trachéite ou d'inflammation, ne va pas tousser. C'est parce qu'ils sont déjà sensibilisés, en quelque sorte, que vous arriverez à provoquer cette toux.
Mais attention, voilà, c'est ça que je trouve intéressant, toute cause prolongée de tout sera responsable d'une irritation trachéale et donc d'un réflexe laryngo-trachéal. Donc, on peut imaginer si on a autre chose, pas forcément une atteinte primitive de la trachée, mais une chronique de plus de 4 semaines, va irriter forcément la trachée et donc va vous donner ce réflexe laryngo-trachéal positif. Mais l'origine de tout au départ était peut-être autre. Voilà, c'est à avoir en tête. On finit avec la dernière partie qui est l'auscultation. Mais finalement, on a bien vu que les 2 premières parties étaient importantes, qu'il ne fallait surtout pas les négliger et qu'elles apportaient des éléments essentiels. Et on passe à l'auscultation. On ausculte toujours, c'est ce que je fais, d'abord la trachée et les poumons, et ensuite on passe au cœur. On ne se précipite pas sur le cœur, puisque moi je trouve que les premières erreurs que je faisais à l'auscultation au départ, c'est de prendre, et je ne pense pas être la seule, de prendre un sifflement ou une respiration particulière pulmonaire, voilà, pour un souffle cardiaque. Voilà, prendre le souffle pour un... Donc on vérifie, on ausculte la trachée, on ausculte les poumons, s'il n'y a rien, on passe au cœur et comme ça, il n'y a pas de doute. L'auscultation trachéale, là, je vous ai mis, vous savez comment ça se passe, vous mettez juste la capsule du stéthoscope au niveau de la trachée et ce que vous pouvez avoir, soit vous n'avez rien, soit vous avez des sifflements. Et ça témoigne d'une atteinte des voies respiratoires hautes, bien sûr, avec un rétrécissement des voies, de l'asthme, une bronchite chronique. Voilà, typiquement chez le chat, de l'asthme, chez le chien, peut-être plus des bronchites chroniques. Chez les brachycéphales, bien sûr, qui ont des voies respiratoires particulières, vous allez aussi avoir des sifflements. L'auscultation pulmonaire, là, soit on entend quasi rien, soit on entend des crépitants de manière importante, des bruits vésiculaires augmentés. Donc, quand on a des crépitants et des bruits vésiculaires, il faut penser à une atteinte des voies respiratoires basses, l'œdème cardiogénique, mais aussi l'œdème non cardiogénique, une pneumonie, une bronchite chronique ou encore une fibrose pulmonaire. Alors, cette auscultation peut être facilitée, c'est ce qu'on nous avait appris, particulièrement l'auscultation des crépitants, en créant une inspiration forcée après occlusion des narines pendant 10 à 15 secondes. Donc moi, je demande au propriétaire de boucher les narines pendant 10-15 secondes et puis de relâcher. Et en même temps, moi, j'ausculte. Et donc, on peut révéler ces crépitants inspiratoires. À l'inspiration. Oui, ça, je l'ai trouvé dans les livres et effectivement, je m'en suis rendu compte aussi. C'est qu'en cas d'œdème d'origine cardiogénique, les crépitants qu'on entend sont en général moins forts qu'en cas de pathologie primaire. Par exemple, la fibrose pulmonaire. Si vous avez un chien en consultation, imaginons un Westie, qui comme vous le savez, prédisposés à la fibrose pulmonaire interstitielle. Si les crépitants sont très forts, voilà, on ne va pas s'inquiéter. Enfin, il y a d'autres éléments qu'on va voir qui sont importants à prendre en compte, notamment la fréquence cardiaque. C'est bien aussi de s'habituer à ausculter des toux cardiaques, des toux de fibrose pulmonaire. Et apparemment, moi, je trouve que c'est vraiment le cas. Les crépitants sont audibles lors de cardiopathie, lors de œdème, mais de manière moins importante. Auscultation, au moins ces 3 parties qu'on va aborder successivement. On prend la fréquence cardiaque, comme tout à l'heure on avait pris la fréquence respiratoire, on prend la fréquence cardiaque, l'intensité des bruits, bon, je ne vais pas en parler, mais fréquence cardiaque, on va voir si elle est augmentée, diminuée ou si elle est normale. On va évaluer le rythme à l'auscultation. Est-ce qu'il y a une arythmie inquiétante? L'animal et le chien en particulier présentent une arythmie dite physiologique, respiratoire, arythmie sinusale respiratoire. Et enfin, 3e étape, c'est les bruits surajoutés. Et dans ces bruits surajoutés aux bruits cardiaques normaux, on a le bruit de galop, principalement chez le chat, et les souffles cardiaques. La fréquence cardiaque, d'abord. Alors, encore une fois, c'est vraiment des éléments
basique, mais finalement d'une grande importance clinique, puisque si vous avez une fréquence cardiaque élevée et que vous avez en clinique un animal qui ne va pas bien, qui tousse, là, probablement il y a peut-être une composante cardiaque à la toux. Alors que si la fréquence est basse, voire normale, sur un animal où vous avez un doute, là, on pensera plus, en tout cas, à une maladie respiratoire plutôt qu'à une cardiopathie, je précise, décompensée. Donc, lors de maladies respiratoires chroniques, on a une stimulation, vous le savez, du système nerveux parasympathique. Donc, on va avoir vraiment une stimulation du nerf vague avec la bradycardie, voire une arythmie sinusale respiratoire. Il faut vraiment avoir ça en tête. Par exemple, une fibrose pulmonaire sur un Westie, souvent, ils sont en arythmie sinusale respiratoire parce qu'ils ont cette atteinte respiratoire chronique. Et donc, j'ai un petit souffle, voire pas du tout, je ne m'inquiète pas, je sais que ce n'est pas cardiaque. En tout cas, il n'est pas à un stade de cardiopathie décompensée, puisque sa fréquence, elle est normale, voire basse. Par contre, un cardiaque qui est en phase de décompensation, il a forcément, à l'inverse, son système nerveux sympathique, orthosympathique qui est stimulé, donc avec vraiment une tachycardie. Et donc, voilà, il faut vraiment bien distinguer ces deux choses-là. Alors, quelle est la fréquence cardiaque du chien et du chat? Ça a l'air d'être assez... ça a l'air d'être des éléments anodins, je ne trouve pas mes mots, mais c'est pas ce que je veux dire. Ça a l'air d'être quelque chose de très commun, de très connu, mais ce n'est pas si évident. Donc, et on le présente, on en parle toujours aux étudiants à Alfort aussi. La fréquence cardiaque d'un chien, c'est entre 70 et 120. Il faut savoir que si le format de votre chien est de petite taille, il aura une fréquence cardiaque plus élevée, donc on sera plus au niveau de 100-120. Et les chiens de grand format, comme ce berger allemand ici, on va avoir des fréquences beaucoup plus basses, 70, 80, et encore plus si ce chien est sportif, parce qu'il aura une fréquence encore plus basse. Il faut prendre en compte en plus du format de l'animal, de l'âge de l'animal, puisque les chiots peuvent être à des fréquences cardiaques aussi très élevées, et ce n'est pas forcément pathologique. Donc là, c'est une étude de 2019 où ils ont posé un ECG, un électrocardiogramme sur 24 heures, un Holter, et ils ont pu mettre en évidence que les chiots pouvaient aller, après excitation, après jeu, bien sûr, à des fréquences allant jusqu'à 200 battements par minute, et c'est des chiots sains. La pathologie, c'est ce qu'il faut retenir, c'est la tachycardie chez le chien, c'est plus de 160, pardon, et la bradycardie, très important, c'est moins de 60 battements par minute. Donc, chez le chat, le chat, c'est encore plus compliqué. La fréquence cardiaque, c'est 180 physiologique, mais, et là je vous montre un graphe ici avec boîte à moustache qui représente la fréquence cardiaque chez des chats dans différentes situations, soit à la maison ici, soit en clinique, dans un centre, soit quand ils sont manipulés pour faire une échographie, au moment où on fait l'échographie. Donc on mesure les fréquences cardiaques dans ces 3 conditions et on voit que c'est des chats en bonne santé. Ils peuvent aller à des fréquences qui peuvent dépasser les 200 battements par minute. Et classiquement, on dit que classiquement en consultation, on a des chats qui présentent des fréquences cardiaques de 200, 220. C'est pas forcément inquiétant. Voilà, c'est classique. Et donc la pathologique pour la tachycardie, c'est vraiment, on donne 180 à 295, mais on peut avoir des sphinx qui sont à 300 battements par minute, des sphinx en bonne santé. Voilà, si le chat est stressé, si le chat est très, très émotif, comme on aime bien dire en clinique, eh ben, il sera forcément à plus de 200, mais il n'est pas forcément, c'est pas forcément une tachycardie. La bradycardie, par contre, ça c'est un élément à retenir, c'est moins de 100 battements par minute chez le chat.
Voilà, mais finalement, au niveau des auteurs, il y a plein de livres, il y a plein d'auteurs, il y a plein d'intervalles usuels de fréquence cardiaque chez le chat. Et eux, contrairement aux chiens, vous le savez, ils ont un tonus sympathique qui domine le tonus parasympathique, l'inverse des chats, des chiens. Le chien, il a un tonus parasympathique qui domine, donc il peut faire des arythmies sinusales respiratoires et chez le chat, c'est l'inverse. On est arrivé on passe à l'arythmie sinusale respiratoire. Je rappelle ce que c'est. C'est une arythmie qui est possible. On peut juger une arythmie comme étant une ASR si vous mesurez la fréquence cardiaque et qu'elle se trouve entre 60 et 160 battements par minute. Ça, c'est les références que j'ai trouvées dans un livre et dans un article. Mais c'est vrai qu'à Fort, pour les étudiants, on leur disait plus 130 battements par minute maximum. À partir de 140, ce n'est pas forcément une arythmie. Mais apparemment, non. La vraie réponse est entre 60 et 160 battements par minute. Donc, au-delà, si vous avez une arythmie, donc vraiment une irrégularité du rythme cardiaque et que vous êtes à 200 battements, vous ne pouvez pas dire que c'est une ASR. Vous êtes sûr que c'est une arythmie pathologique. L'arythmie sinusale respiratoire est une variation de la fréquence cardiaque influencée par la respiration. À l'aspiration, on a de la tachycardie et à l'expiration, on a de la bradycardie. Élément important, et là j'en ai parlé tout à l'heure, c'est comme l'exemple du Westy qui présente une fibrose pulmonaire interstitielle et qui vient en consultation parce qu'il tousse, qu'il halète beaucoup, qu'il est essoufflé. Et si vous détectez une arythmie sinusale respiratoire, on exclut quand même l'insuffisance cardiaque. Il peut y avoir une cardiopathie, mais elle n'est pas décompensée, il n'est pas en insuffisance cardiaque et son état général n'est pas altéré à cause d'un problème cardiaque. Ça, donc l'arythmie sinusale respiratoire, c'est un élément très important. Donc là, vous avez… Là, si tu permets, oui. Juste concernant la ASR, quelle que soit la race, quelle que soit la taille. Tu parles des 60-160 ? Tout à fait. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je suis pas tu vois, j'ai pris un bouquin Santilli, qui est le spécialiste en rythmo, c'est un spécialiste italien. Lui, il n'a pas précisé dans le bouquin, mais c'est évidemment, c'est vrai que c'est logique. 160, ça se rapproche plus peut-être des petits formats, mais ça va dépendre des formats de l'animal. Si c'est un animal de petit format, il est déjà à 120, peut-être qu'il peut faire une ASR à 160, mais un chien de grand format à 100 battements, à 140 battements, peut-être qu'il y a un doute, est-ce que c'est une ASR ou pas? Tu vois? Ouais. C'est vrai que moi, je ne suis pas très d'accord avec le 160, c'est quand même beaucoup. Souvent, quand on a des ASR, vous le remarquez, on est à 120, souvent. Exact. On est à 120, même sur un Westie, 110. Chez les Labradors, ils sont tout le temps à 80, 90. C'est pas… Voilà, 160, c'est vrai que c'est un peu… Je trouve ça un peu bizarre. Puisqu'on parle de fibrillation atriale à fréquence cardiaque élevée à partir de 140. Donc une fibrillation atriale, quand elle dépasse les 140 battements par minute, il faut la traiter, c'est ce qu'on nous dit. Donc, on pourrait confondre donc peut-être une ASR avec une fibrillation atriale de 160. Donc, après, il faut peut-être contextualiser le tout dans un… Oui. C'est de contexte. Clinique, quoi. Oui, exactement. Je te laisse finir, excuse-moi. Oui, je t'en prie, avec plaisir. Si je puis me permettre, désolé. Les anciens vétos disaient que si on doutait sur une ASR, un simple petit effort lors de la consultation la faisait disparaître. Oui. Qu'en penses-tu? Oui. Ah bah oui, on peut faire des stimulations, on peut les faire marcher, donc ils vont monter, et donc elle va forcément disparaître, c'est pas mal. À Alfort, on faisait aussi, on stimulait la trachée, donc on induisait un réflexe de bradycardie, alors stimuler le nerf vague en faisant soit en appuyant sur les paupières du chien, soit en palpant la trachée très fort.
Et donc, normalement, ça induisait une baisse de fréquence cardiaque. Et donc, on peut même, quand on a une fibrillation, on a un doute sur une arythmie, si on arrive à réduire la fréquence, c'est que c'est plutôt bien, alors que si on n'arrive pas, c'est qu'il y a probablement une vraie arythmie. Oui, c'est des choses à faire. C'est vrai que oui, très bien. Merci. Merci à toi. Et donc là, je vous ai mis, et je vous laisserai les écouter tout à l'heure, l'ASR et une fibrillation atriale. Donc, je vous ai mis ces deux exemples en rouge, mais ça va être envoyé par Agnès, je pense. Oui, au bruit surajouté. Donc, quand on parle, troisième étape, c'est les bruits surajoutés. Dans les bruits surajoutés, vous avez le bruit de galop à distinguer des souffles. Il y a deux possibilités, deux anomalies possibles. Technique auscultatoire, ça c'est ce qu'on dit, on montre aux étudiants quand ils doivent, quand on leur fait la présentation de leur rotation en cardio. On leur explique bien qu'il faut, à l'auscultation, déplacer le stéthoscope sur toute l'aire d'auscultation, avancer le membre antérieur si nécessaire et tenir le thorax avec une autre main pour faire contre-appui. Premier conseil quand on fait une auscultation, c'est prendre le temps. On prend le temps d'ausculter. C'est pas parce qu'on est rapide qu'on est fort. C'est-à-dire que plus on passe de temps, plus on est subtil et on est fort, je trouve. Avec Valérie Chutboul, elle passait 25 minutes à ausculter. Et elle détectait après son auscultation tous les souffles, qu'ils soient systoliques, diastoliques, d'insuffisance, le petit apexien, le basal. Enfin. Et donc, prendre le temps d'ausculter, être dans une salle au calme, il faudrait que le propriétaire parle. Enfin, c'est des évidences, mais quand même, ils parlent souvent pendant qu'on ausculte, donc il faut bien leur expliquer qu'on est en train de réaliser un examen important. Et pour moi, c'est prendre le temps, ça c'est très important. Et bien sûr, faire tout côté gauche, côté droit, vous le savez, en commençant par caractériser le souffle où il est le plus fort. Donc, ce qu'on appelle le punctum maximum, aire d'auscultation maximale. C'est qu'il y a un endroit où, s'il y a un souffle, vous l'entendez de manière très forte. Et à chaque fois que vous vous éloignez, vous l'entendez moins. Donc, vous allez déjà le situer. Et l'endroit où vous situez ce souffle très fort, c'est le début du souffle. Après, il peut irradier des zones à gauche, voire l'autre côté à droite, mais il faut bien le détecter. Et ce souffle-là maximum, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il est plus proche de l'apex, donc choc précordial, c'est votre repère, soit est-ce qu'il est plus basal, donc plus vers l'avant de l'animal, comme vous voyez ici, avec ces photos. Là, la première photo en haut, elle se met au niveau de l'apex. Moi, je sens le choc précordial avant, par exemple. Ensuite, elle monte un peu vers le haut, médio-thoracique, et puis après, elle avance vraiment vers le coude, vers l'avant. Donc là, la dernière photo, c'est basal. La première, c'est apexien, et la deuxième, c'est médio-thoracique. Et évidemment, il faut que vous sachiez, on a parlé de l'anatomie du cœur, de la position des valves, etc. Et puis, évidemment, il faut l'imaginer. Si vous entendez un souffle à l'apex, vous savez que l'apex est proche de la valve mitrale, donc il y a probablement des turbulences au niveau de la valve mitrale, à gauche. Si vous êtes plus à droite et que le souffle est plus audible à droite, vous savez qu'il y a proche de l'apex la valve tricuspide, donc c'est probablement une atteinte de la tricuspide. Après, systolique, diastolique, je ne crois pas qu'on va détailler tout ça. On va voir. Ne pas négliger certaines localisations. Donc là, on regarde le côté droit de l'animal. Non, le côté toujours gauche de l'animal pour la première photo ici. Vous voyez, elle avance la capsule du stéthoscope vraiment vers l'avant, très crâniale. Et donc, c'est là que vous allez... on peut passer d'ailleurs à côté d'un diagnostic d'une persistance du canal artériel. J'en ai déjà vu.
un chien qui avait 5-6 ans, et il a été ausculté toute sa vie, et il avait une persistance du canal artériel, mais qu'on entendait uniquement crânialement et pas ailleurs. Et donc, découverte très, très tardive de cette persistance du canal artériel. Donc, je rappelle, c'est un canal qui existe à l'état fœtal pour faire communiquer, qui fait communiquer l'aorte et le tronc pulmonaire. Et à la naissance, il est censé se fibroser, involuer. Et il peut persister dans certains cas. C'est très fréquent. Je ne sais pas en Algérie ce qu'il y en est, mais ici, c'est très fréquent. Et donc, parfois, il faut vraiment aller crânialement à gauche pour l'entendre. Le côté droit aussi. Il ne faut pas négliger la localisation droite. Et j'ai beaucoup de vétérinaires qui me réfèrent des chiens pour souffle et qui passent à côté d'un souffle à droite. Donc, on a tendance à se focaliser sur les souffles à gauche parce qu'on pense maladie valvulaire, myocardiopathie chez le chat, donc on va plus écouter la gauche en se disant que tout est à gauche. Non, à droite, on peut entendre des souffles qui peuvent être importants. On peut entendre un souffle uniquement à droite et pas à gauche. Donc, ça ne peut pas être une maladie valvulaire dégénérative mitrale, c'est forcément un reflux tricuspidien, par exemple. Donc, et je vois quand même beaucoup de vétérinaires qui ne scutent pas et qui négligent finalement cette partie-là. Et on a le fameux souffle médiothoracique droit qui correspond aux communications interventriculaires. Alors, les bruits cardiaques, vous les connaissez. On a le B1, B2, boom, ta. Entre le boom et le ta, vous avez la systole, l'éjection, donc la contraction des ventricules. Entre B2 et B1, vous avez le grand silence, c'est la diastole, c'est le moment où le sang passe des oreillettes au ventricule. Le B1 correspond à la fermeture des valves mitrales et des valves tricuspides. Donc, le sang passe dans le ventricule, les valves se ferment, on entend le premier bruit cardiaque. Ça, c'est le premier bruit cardiaque normal. Le sang est ensuite éjecté dans les troncs artériels. Et là, les valves aortiques et pulmonaires se ferment. Et là, on entend le B2. Bon, vous le savez. Donc, le boom, le ta. Vous savez que c'est le petit silence et c'est la systole. Et ta et boom, c'est le grand silence, c'est la diastole. On ne va pas parler des souffles systoliques, diastoliques, mais vous devinez bien que si vous entendez un souffle au moment de la systole, donc vous allez l'appeler souffle systolique. Si vous entendez un souffle au niveau de la systole et de la diastole, vous allez dire systolo-diastolique. Et si vous entendez un souffle uniquement diastolique, ça, ce n'est pas évident, c'est beaucoup moins évident, mais c'est possible lors d'insuffisance aortique. Vous allez dire ce souffle est diastolique. Donc ça, c'est un premier élément. Le bruit de galop, donc on retrouve plus chez le chat et qui est très important en clinique, c'est un rythme à 3 temps avec un bruit surajouté en diastole, donc c'est boum ta ta, et ça ressemble à un bruit de galop. Je vous ai mis un audio de ce bruit de galop. C'est vraiment un cheval qui galope. Donc, ouais, ça, je vous laisserai l'écouter. Alors, le souffle cardiaque, j'ai quand même, ça a l'air aussi très basique, mais je préfère l'expliquer. Bon. Alors, le souffle cardiaque, en fait, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un bruit surajouté, mais qui correspond à quoi? Il faut savoir que le flux sanguin dans le cœur, il a toujours une seule direction, vous voyez ici, 1 et 2, soit de l'oreillette au ventricule, ou du ventricule vers les troncs artériels. Ça peut être que dans cette direction-là. Et s'il y a une direction qui est inverse, c'est-à-dire du ventricule à l'oreillette, vous le savez, c'est ce qu'on appelle un reflux. Et souvent, quand le reflux, quand il est important, on l'entend à l'auscultation comme étant un souffle. Donc, on entend un reflux systolique, par exemple, lorsque le ventricule il éjecte dans l'aorte et il y a du sang qui reflue à ce moment-là de systole, il reflue dans l'oreillette. Donc, on entend le souffle parce qu'il y a ce reflux et qu'il est à haute vitesse. On peut entendre, donc c'est ce que je vous ai mis en jaune, c'est un reflux
mitral, pour les valves mitrales, ou soit un reflux tricuspidien, quand ça reflue du ventricule droit à l'atrium droit. Le flux sanguin dans le cœur, il est toujours de faible vitesse. Il est toujours, on dit, laminaire. Il est toujours inférieur à 2 mètres par seconde au niveau des gros troncs, et ici, un peu moins de 1,2 mètre voilà, en vitesse. Donc, cette vitesse fait qu'on n'entend pas, à l'auscultation le sang qui passe dans ces cavités. On ne l'entend pas. On l'entend seulement si il y a une accélération de ce flux qui dépasse les 2 mètres au niveau des gros troncs ou qui dépasse vraiment de beaucoup aussi au niveau des valves. Donc, qu'est-ce que ça peut être? C'est des flux turbulents, donc audibles. Donc, c'est là qu'on entend le souffle. Vous connaissez les sténoses soit aortiques, soit pulmonaires. Donc, vous avez ici les valves aortiques, ici vous avez les valves pulmonaires. Et on peut avoir un rétrécissement du passage du sang, ce qui va faire accélérer le flux, et on l'entend à l'auscultation. Et c'est des souffles systoliques basales, puisqu'ils se trouvent au niveau de la base du cœur. Ça, c'est l'apex, ça, c'est la base. Voilà, c'est comme ça qu'on décrit les souffles. Donc, soit un souffle systolique basal, on pense forcément à un rétrécissement au niveau du tronc artériel, soit aortique, soit pulmonaire. On peut entendre un souffle systolique, apexien. Là, l'apex est là. Les turbulences, en fait, elles commencent bien avant l'oreillette. Donc, on les entend à l'auscultation. Donc, ça peut être un souffle systolique apexien. Donc, on va penser à une maladie valvulaire dégénérative, mitrale. Et voilà. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Est-ce que vous aviez ces notions-là? C'est tout bon. C'est nickel. D'accord, merci. Ok, donc voilà, le rouge, c'est que quand c'est accéléré. Alors, on prendra chien et chat séparément, on a bientôt fini. Alors, j'ai représenté le cœur pour vous montrer la base et l'apex, et l'auscultation ici, l'apex et la base. Si on ausculte près du choc précordial et qu'on entend un souffle plus fort ici, on va parler d'un souffle apexien. Si on se rapproche vers l'avant, crânialement, et que le souffle est plus important ici, et plus on s'éloigne, plus il est moins important, ça veut dire que l'origine du souffle est basale, donc on parle de souffle basal. Et on dit, est-ce qu'il est à gauche ou à droite? Sachant qu'il peut être à gauche et on l'entend à droite, mais le départ est à gauche. Le souffle est plus important à gauche, donc c'est un souffle à gauche, mais qui irradie à droite. On va voir les grades. Voilà. Dire est-ce qu'il est à gauche ou à droite, est-ce qu'il est apexien ou basal. Je vous ai donné j'ai compliqué les choses, mais ça peut être pathologique, les souffles, évidemment. Mais, comme je vous l'ai dit, le flux sanguin dans les artères au niveau de l'aorte et le transpulmonaire, si on revient ici, je vous ai dit qu'il était à 2 mètres par seconde. Il peut être sur certains chiens, certaines races, à un peu plus de 2 mètres. Et donc, on peut entendre un souffle, mais ce n'est pas pathologique. On peut aussi le rencontrer dans certaines situations pathologiques autres que cardiaques, par exemple l'anémie. On peut avoir un flux plus accéléré et donc on va entendre un souffle. On peut aussi avoir des souffles sur des chiots en tachycardie. Ça va un peu plus vite et on entend un souffle. Souvent, c'est des petits souffles néanmoins. Et donc, ça, c'est quand même un élément de la clinique qui est important. Vous pouvez avoir à la base, donc à l'auscultation à la base, chez un chien, je précise, un souffle de faible grade. Ça peut être quelque chose de ce qu'on appelle le souffle juvénile. Donc, ce n'est pas une cardiopathie. Mais ce qu'on dit, c'est on surveille, on attend qu'il grandisse ou on re-ausculte. Mais tant que le souffle est juste à la base, à gauche, pas à droite, mais juste à la base à gauche, et qui n'est pas ailleurs, et que l'animal va bien, on ne s'inquiète pas quand il est de faible intensité. On va voir ce que c'est les grades des souffles quand on parle de faible grade.
Souffle juvénile. Chez le chat. Alors, chez le chat, la technique d'auscultation, c'est pas vraiment la même, puisqu'on peut pas vraiment, on peut distinguer la gauche et la droite, mais après, on parle plus de souffle sternal. Et comme je vous l'ai représenté sur ce schéma, on prend l'animal. L'idéal, ça serait cette image-là que vous avez ici, que j'ai pris du bouquin. On relève l'arrière-train de l'animal et on essaye d'ausculter l'apex. On sent quand même bien le choc précordial chez eux. Ils sont à des fréquences très élevées, donc on le sent. Et puis, on essaye de se localiser, est-ce que à droite, à gauche, mais c'est moins évident. Et l'explication dans le livre, c'est que le cœur est vraiment plus couché dans le thorax, comme vous le voyez ici, le caudal et le crânial. Donc finalement, les flux qui sont dans le tronc, dans les artères, dans l'aorte et le tronc pulmonaire, ils sont quand même sternales, ils ne sont pas vers la base crânialement, comme chez un chien. Donc, on ne peut pas vraiment distinguer ces souffles-là. Mais si on prend le temps, je pense qu'on peut quand même, enfin moi j'arrive à distinguer les deux, puisque si plus vous vous rapprochez de l'avant, vous sentez le souffle plus fort, forcément c'est basal, donc c'est une myocardiopathie hypertrophique obstructive. Et si vous vous éloignez plus au niveau de l'apex et que vous l'entendez, c'est plus un souffle mitral, de reflux mitral. Le souffle de la communication interventriculaire, il est à droite. Je ne sais pas si vous avez cette notion. Et il y a un souffle qu'on appelle iatrogène, qu'il faut absolument connaître chez le chat, qui n'existe pas chez le chien. En fait, du format du chat, surtout les chats maigres, les chats âgés, en appuyant un peu plus, quand on pose la capsule du stéthoscope pour ausculter et qu'on appuie, on exerce donc un appui un peu trop fort, on peut accélérer le sang, puisqu'on va aller rétrécir un peu le passage du sang au niveau des artères, des gros troncs. Et donc, il existe, et ça a été démontré, à droite, et c'est que à droite vous aurez un doute, un souffle qui est iatrogène. Donc, c'est un souffle induit par l'auscultation. C'est même à l'échographie un flux que j'arrive à induire quand j'appuie ma sonde sur le thorax de l'animal à droite. Pas toujours, je trouve. Mais l'astuce, bien sûr, il y en a une, c'est de jouer sur ça. C'est quand on a un doute, on relâche un peu notre capsule du stéthoscope et on écoute, est-ce qu'on l'entend. Donc, quand c'est iatrogène, souvent, si on n'appuie pas très fort, on l'entend moins, voire on l'entend plus. Et c'est souvent des souffles aussi fréquence cardiaque dépendante. Donc, si il est plus calme, la fréquence va baisser. Même si on appuie un peu, on n'entendra plus le souffle. Donc, c'est quand même des souffles qui peuvent disparaître, un vétérinaire va l'entendre, un autre ne va pas l'entendre quand il voudra vérifier. Et c'est vrai que à droite, on aurait peur de passer à côté d'une communication interventriculaire, donc un trou entre les deux ventricules, ce qu'on peut retrouver chez le chat, chez les jeunes chats, et même des chats plus âgés d'ailleurs. Et donc, oui, la communication interventriculaire, le souffle, il est quand même très fort, très râpeux, et on a beau plus relâcher la capsule du stéthoscope, on l'entend quand même. Donc, peut-être jouer sur ça. Souffle fonctionnel iatrogène, là, ça c'est l'étude qui a montré que ce pourcentage de souffle iatrogène, il n'est pas, c'est assez important puisqu'on peut le retrouver dans cette étude-là dans 28% des cas. Souvent, c'est des souffles à droite faible intensité, c'est des chats âgés, des chats minces et pouvant disparaître en diminuant la pression, comme je viens de vous le dire. Donc ça, c'est quand même un article récent, je crois, mais c'est intéressant. Est-ce que ça va ou vous voulez faire une pause? Ça va? Non, c'est parfait. Hein, tu continues, Karina. C'était super. Ok, merci. Les grades des souffles. Alors, on classe les souffles en 6 grades. Le premier, le 1 sur 6.
en gros, c'est des souffles qu'on n'entend pas ou que la plupart n'entendent pas. Alors, il est dit pour les décrire comme étant à peine perceptibles, toujours localisés, donc apexien, tout petit, et toujours doux, pas râpeux. Voilà, il faut ausculter les souffles, mais voilà, il y a des souffles doux, il y a des souffles à peine, c'est très très léger, et puis il y a vraiment des choses très râpeuses de souffles aortiques, sténose pulmonaire, ils sont très râpeux. Bon, il faut avoir cette notion-là de perception de souffle, mais c'est des petits souffles qu'on n'entend quasi pas. Il faut bien sûr être dans une salle au calme pour détecter. Donc moi je dis matité turbé 1, c'est comme s'il y a le boom et le ta, il y a le boom que j'entends pas parfaitement claquant. Donc je dis matité sur B1, mais en fait, voilà, c'est comment et c'est pas bon, ça peut être important. C'est pas parce qu'il y a un petit souffle qu'il n'y a pas une cardiopathie sévère, mais bon, ça dépend après de la race, etc. Souffle 2 sur 6. C'est un souffle qui est audible plus facilement. Il y a plus de consensus si on veut demander à d'autres vétérinaires à côté, d'autres collègues, est-ce que tu l'entends? Il y aura plus de consensus sur ça. J'ai l'impression qu'on va plus l'entendre. Il reste de faible intensité. Il est toujours localisé. Il est toujours doux. Au final, 1 à 2 sur 6, souvent on les associe quand on ausculte. On peut dire, voilà, le souffle il est petit, il est de faible grade et il est entre 1 et 2 sur 6. Le souffle 3 sur 6, là, on l'entend quand même sans problème. On l'entend uniquement sur un hémithorax, que la gauche. On l'entend à l'apex, à la base. Il est plus fort à l'apex ou à la base, peu importe, mais on l'entend que d'un côté. Donc là, on parle de 3 sur 6 et l'intensité est dite moyenne. Souffle 4 sur 6, là, le souffle, il est tellement fort et on entend le souffle et plus les bruits cardiaques d'ailleurs, ça j'ai oublié de le préciser, ce qui n'est pas le cas dans les 2 premiers grades. 2 premiers grades, on peut vraiment percevoir le boom-ta. Et après, à partir de 3, 4, 5 sur 6, on n'entend pas le boom ou le ta, il est masqué par le souffle. Et donc, l'intensité est forte. 4 sur 6, et surtout, vous allez l'entendre sur d'autres aires d'auscultation. Donc, si vous l'entendez à gauche, vous allez à droite et vous allez encore l'entendre. Donc là, on est sûr qu'on est sur un 4 sur 6. Après, petite difficulté quand même, faut s'assurer que le souffle que vous entendez à gauche, c'est le même qu'il y a à droite. Et donc, il y a des sonorités, il pourrait y avoir 2 souffles finalement, un petit souffle à 3 sur 6 et un petit souffle 2 sur 6 à droite. Donc, 2 pathologies différentes, mais 2 souffles de sonorités différentes. Bon, ça complique les choses, mais voilà, il faut le dire. Par exemple, on peut avoir un reflux mitral à 3 sur 6 et puis un reflux tricuspidien à 2 sur 6. Mais on ne va pas dire que le grade est de 4 sur 6. C'est vrai que moi qui fais l'échographie derrière, je vais à l'échographie, je vois qu'il y a les deux, je vois que le reflux mitral n'est pas très important et je vois un reflux tricuspidien. Donc, c'est facile pour moi de me dire il y a 2 souffles. Et je réausculte derrière pour être sûr qu'effectivement, la tonalité du souffle n'est pas la même. Et c'est souvent le cas. Le tricuspidien, il est différent de la mitrale, souvent, parfois non. Le souffle 5 sur 6, c'est pareil que le 4 sur 6, sauf que là, en mettant la main au niveau du thorax, vous avez la vibration, le frémissement catère, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, si vous l'avez, vous êtes déjà sur 5 sur 6. Et le 6 sur 6, j'en ai eu un la semaine dernière, où il y a le frémissement catère, on l'entend partout. Et alors comment on le décrit, on dit, si on prend la capsule du stéthoscope et qu'on l'éloigne de 1 cm, on peut entendre encore le souffle. Ou alors on met juste l'oreille au niveau du thorax et là on entend le souffle. Donc une maladie valvulaire dégénérative mitrale très évoluée, vous pouvez, sur un petit format de chien, vous pouvez très bien entendre le souffle comme ça, sans stéthoscope, et même les propriétaires le remarquent à la maison, donc ils vous en parlent aussi. Voilà, donc il faut, ça c'est les grades du souffle à connaître. Pourquoi c'est important? Puisque certaines pathologies, le grade est important parce que c'est corrélé à l'évolution de la maladie. Par exemple, la maladie valvulaire dégénérative mitrale, plus le souffle augmente en intensité, en grade, et donc plus c'est corrélé avec l'évolution de la maladie, plus la cardiopathie a évolué, le reflux est plus important. Dans d'autres situations,
c'est pas forcément corrélé. Par exemple, une myocardiopathie dilatée, on peut avoir un tout petit souffle et une cardiopathie très sévère. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas une bonne indication, mais c'est bien de suivre l'évolution. Vous avez votre animal, vous entendez un souffle 2/6. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous le revoyez, vous notez ça dans le compte-rendu, et quand vous le revoyez 6 mois plus tard, vous savez qu'il était à 2/6. S'il est à 3/6, là, il faut peut-être, ou 4/6, il faut s'inquiéter. Donc, ça permet de faire un suivi. Juste à l'auscultation et peut-être de recommander de faire une radio si bien sûr il est clinique ou faire une échographie dans l'idéal. Donc voilà, le grade est quand même, c'est important. On a fini. Je termine avec 2 diapos qui résument un peu chien, chat, puis chat. Qu'est-ce qu'il faut, voilà, les points importants finalement d'un chien cardiaque. Quand vous avez un chien qui se présente en consultation pour une cardiopathie, il faut, alors, un petit chien de petit format, il faut penser au collapsus trachéal. Plus ils sont âgés, plus la trachée devient molle et il y a plus de risque de collapsus. Mais vous devez vraiment vous fier à la fréquence cardiaque, à la fréquence respiratoire pour émettre vos hypothèses diagnostiques. Le petit grand format, comme je vous l'ai dit aussi, vous pouvez penser à certaines cardiopathies en particulier. Bien sûr, regardez l'état général. Est-ce qu'il présente un amaigrissement? Parce qu'une toux de collapsus, oui, si elle est vraiment très fréquente, elle peut s'accompagner d'une altération de l'état général, mais c'est souvent lors d'insuffisance cardiaque congestive qu'on a vraiment un amaigrissement, une baisse d'appétit et vraiment un mauvais état général. Bien sûr, on a vu l'auscultation qui est très importante, le souffle, les crépitants au niveau pulmonaire, l'importance de grader le souffle chez le chien, plus que chez le chat d'ailleurs. Et puis se poser la question, oui, la toux, est-ce elle survient la nuit? Donc c'est au moment où il se couche, où le cœur est très dilaté, très gros, il comprime un peu la trachée, c'est là qu'ils se mettent à tousser. Donc on peut penser à une cardiomégalie, mais bon, parfois ils toussent la nuit et c'est un collapsus, ou c'est plus à l'effort. Chez le chat, alors pour le chat, il y a cette super étude, ce super article de 2018. C'est un algorithme d'orientation diagnostique lors de dyspnée chez le chat. Finalement, chez le chat, c'est ça la problématique, c'est que vous allez recevoir en consultation un chat qui est en dyspnée. Vous allez ponctionner, peut-être vous allez trouver de l'épanchement, mais vous ne savez pas si l'épanchement et la dyspnée et l'insuffisance cardiaque, enfin pas l'insuffisance, l'épanchement pleural est d'origine cardiaque. Donc il y a cette étude que je trouve très intéressante qui permet de différencier cette dyspnée cardiaque de la dyspnée non cardiaque avec ces 3 paramètres. Si vous avez de fortes probabilités, en tout cas c'est en faveur d'une insuffisance cardiaque congestive chez un chat, d'avoir une température, une hypothermie à moins 37,5, une fréquence cardiaque de plus de 200 et une fréquence respiratoire de plus de 80. Donc voilà, il y a vraiment, je trouve ça très intéressant d'avoir ces 3 paramètres en tête et de pouvoir sans échographie vraiment suspecter une insuffisance cardiaque congestive chez le chat. Et je finis avec cette dernière diapo avec les 4 livres, si vous voulez vous approfondir en cardio, c'est les 4 livres à avoir. Le premier, c'est Santilli, c'est pour la rythmo. Il y a une version en français, il y a une version en anglais, et plusieurs langues. Là où j'ai pris les vidéos, plutôt les images, c'est de ce livre-là, qui est très bien en anglais. Il est sorti en 2022. Vous avez tout ce qu'il faut connaître sur l'examen clinique et cardiopathies. En thérapeutique, il y a cet ancien livre, il n'y en a pas de plus récent. Et bien sûr, à l'échographie cardiaque, le meilleur, c'est le livre de Valérie Chuteboul. Il y en a un autre qui va sortir bientôt, mais celui-ci est très complet. Et si vous aimez l'échographie cardiaque, abonnez-vous à ma chaîne Cardioca. Voilà. Merci de votre attention.